Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Kalita. Nous allons parler ensemble. Je rappelle que vous êtes directeur du département de sciences politiques et de sociologie à l'université ouverte en Israël. Et nous voudrions parler avec vous, bien entendu, des retombées de ces recommandations de la police israélienne et de leur impact sur la classe politique israélienne. Et la première question naturelle que je voudrais vous poser, c'est de savoir, en sachant maintenant que il va falloir attendre plusieurs mois avant de connaître la décision du conseiller juridique du gouvernement concernant une inculpation ou non de Binyamin Netanyahou. Est-ce qu'à votre avis, un Premier ministre, quel qu'il soit, peut continuer à gérer les affaires de l'État en étant sous le coup de recommandations pour l'instant de la police et de soupçons qui pèsent sur lui? Est-ce que c'est possible de continuer à gouverner sans problème dans ce genre de situation? Ne soyons pas royalistes que le roi. Actuellement, la loi estime que c'est possible. Alors c'est certainement plus difficile, il sera certainement plus, comment dirais-je, mais en même temps, même durant le temps de l'enquête, les choses n'allaient pas de soi, il fallait libérer du temps pour répondre aux questions des policiers, des enquêteurs. Là, on passe maintenant à une autre phase, il faut que sa défense se prépare en vue de l'audition qu'il aura certainement à avoir face au conseiller juridique du gouvernement. C'est évident que c'est un trouble, c'est évident que sur le plan public, il est obligé de mobiliser ses troupes, donc c'est vrai que ça constitue une sorte de bruit, comme on dit en théorie de l'information, mais voilà, de fait, ce ne sera pas la première fois, on voudrait espérer que c'est la dernière fois qu'un Premier ministre exerce ses fonctions alors qu'il a, au-dessus de sa tête, des allégations dont il devra rendre compte dans quelques mois, effectivement, devant le conseiller juridique du gouvernement, lorsque l'heure sera venue d'en discuter face à face. Je veux dire par exemple que est-ce que le Premier ministre ne risque pas d'être tenté d'adapter son comportement dans tous les domaines dans lesquels de ses responsabilités extrêmement importantes, je parle en particulier en matière de sécurité, est-ce qu'il ne risque pas, toutes ces actions ne risquent pas d'être influencées par le fait qu'il est dans le collimateur de la justice ou de la police israélienne? Je donne un exemple. On parle aujourd'hui de tensions dans le nord du pays. Est-ce que on ne risque pas, le Premier ministre ne risque pas de vouloir détourner l'attention de ces dossiers judiciaires en essayant de durcir un positionnement israélien en matière de sécurité? Comment continuer à gérer de cette manière? Non, moi je suis plus là-dessus plus circonspect et je pense que les élus, surtout arrivés aux fonctions suprêmes, savent distinguer entre l'intérêt national et leur intérêt personnel. Vous savez, quand on ne dit pas cela, on dit les actions des hommes politiques sont toujours mues par leur ambition, leur volonté d'être réélus. Je veux dire, je ne crois pas que une action quelconque d'un homme politique n'est toujours qu'une seule cause. Il y en a toujours plusieurs. Alors, bien évidemment, vous savez, du temps d'Olmer, par exemple, on va faire la comparaison avec Olmer, on disait qu'il mettait les bouchées doubles pour conclure un traité de paix avec Mahmoud Abbas parce qu'il avait exactement ses affaires en pensant que c'est ça qui allait le sauver. Certains même ont dit que Sharon, là parlons de choses concrètes, on dit que Sharon aurait pris cette décision concernant le désengagement de Gaza justement pour avoir la presse, l'opinion, ça. Alors, vous savez, j'ai presque envie de vous dire, l'essentiel, c'est quoi? C'est est-ce que, au final, cette politique sert l'intérêt d'Israël, quand bien même il y aurait peut-être des intérêts personnels. Je ne crois pas, en tout cas, et je le dis parce qu'on connaît tous le destin de Netanyahou. Netanyahou n'est pas un va-t-en-guerre, si c'est ça que vous me demandiez entre les lignes. Est-ce qu'il va déclencher une guerre? Non, je ne crois pas. Je suis même à peu près certain qu'il n'ira jamais jusque-là. D'abord parce qu'il est en général, en termes de sécurité, il est extrêmement prudent. À part l'opération de 2014, en général, il n'a pas pris l'initiative de combat, et même en 2014, c'est pas lui qui a déclaré la guerre, c'était le Hamas qui avait pris les premières mesures pour enclencher le processus qui a conduit à la guerre. Donc non, je crois qu'il faut en tout cas, comme on dit, au bénéfice du doute, penser, croire que un Premier ministre, quel qu'il soit, de gauche, de droite, eh bien, est en mesure de faire la distinction entre l'intérêt général. Et je vais vous dire,
On est en Israël, il vous connaît mieux que moi encore le fonctionnement de la démocratie israélienne. Je peux vous assurer que si des personnes haut placées dans le ministère de la Défense, au chef dans l'état-major, des hauts fonctionnaires, s'ils avaient le sentiment que la politique de Netanyahou va être maintenant dictée par cette audition devant le conseiller juridique du gouvernement, je pense que des déclarations seraient faites en ce sens pour dire attention, danger. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas simplement sur Netanyahou qu'il faut compter, mais également sur les élites qui l'entourent et pour qui, effectivement, le bien public, l'intérêt général doit être la seule et en tout cas la plus importante des considérations qu'on a quand on fait une politique. Alors, Denis Charbit, vous avez parlé d'Ehud Olmert et on se souvient, ceux qui étaient proches en fait de l'actualité à cette époque se souviennent que en fait Ehud Olmert n'a pas été démis de ses fonctions par, on va dire, par des décisions du conseiller juridique du gouvernement dans les affaires judiciaires le concernant, mais en fait par ses propres partenaires au sein de la coalition gouvernementale. À l'époque, c'était en particulier Ehud Barak et même par les membres de son parti à l'époque Kadima, c'était Tzipi Livni qui lui avait en fait désigné la porte de sortie. Est-ce que de quoi Binyamin Netanyahou doit-il se méfier? À quel moment, à votre avis, on peut dire que Binyamin Netanyahou devra être préoccupé pour son avenir politique dans les prochains mois? Est-ce que vous pensez il peut y avoir un même cas de figure? Pour l'instant, on a le sentiment que la coalition gouvernementale reste relativement sereine, mais qu'est-ce qui pourrait inquiéter Binyamin Netanyahou sur le plan politique dans les prochaines semaines et les prochains mois? Alors, je dirais d'abord, dans un premier temps, comme vous l'avez maintenant signalé, la coalition ne se comporte absolument pas comme la coalition actuelle ne se comporte absolument pas comme la coalition du temps d'Olmert. C'est-à-dire que là, incontestablement, il y a un front unique et un front unanime pour soutenir Benyamin Netanyahou en alléguant qu'on n'en est encore qu'à l'étape de recommandations de la police, que celles-ci n'ont pas valeur juridique, etc. Et donc, voilà, tout le monde s'en tire bien. Celui qui tire peut-être un peu mieux l'épingle de son jeu, c'est Naftali Bennett lorsqu'il a, je dirais, malgré tout, pointé le comportement éloigné de ceux dont les citoyens israéliens sont en droit d'attendre ou d'espérer d'un Premier ministre, en disant il n'a besoin ni d'être parfait, ni de vivre une vie ascétique, voilà. Donc, alors qu'est-ce qui pourrait inquiéter dans les semaines et les mois à venir? Je dirais que c'est parce qu'on est quand même dans une démocratie de sondage, et vous le savez encore une fois mieux que moi, c'est si les sondages commencent à montrer, ce qui n'est pas le cas, ou en tout cas pas de manière très significative, si effectivement les sondages commencent à montrer, je dirais, de la part des électeurs, de la part de la base du Likoud, un certain désaveu. Et c'est ça, je dirais, d'une certaine manière qui, je dirais, presque oblige Netanyahou à accuser le coup, à mettre en quelque sorte, à continuer sur cette dynamique-là qui consiste, et c'est pas très bon et c'est pas très heureux, hein, je le dis tout de suite, à accuser la police, à soupçonner les enquêteurs d'avoir déjà en quelque sorte décrété qu'il doit être mis en examen de toute façon, etc. Donc c'est en jouant la carte qui a toujours été celle de Netanyahou, c'est-à-dire je suis certes le numéro 1 ou on va dire le numéro 2 après le président de l'État d'Israël, j'en suis le numéro 1, mais en même temps, je joue toujours la carte des élites qui sont contre moi, alors les élites économiques, universitaires, intellectuelles, politiques, etc. Et donc, ce sentiment-là d'être toujours celui qui est exclu, celui qu'on a, voilà, il va jouer là-dessus. Si ça continue, alors il pense, j'imagine, il le fait parce qu'il a le sentiment que c'est comme ça qu'il pourra mobiliser ses troupes et empêcher que dans les sondages on enregistre cette chute dans le Likoud. Si en tout cas les sondages confirment cette chute progressive, justement en faveur passant du Likoud vers soit le foyer juif, la maison juive de Bennett, soit même vers le parti de Yair Lapid, alors à ce moment-là, oui, ça peut
il peut être dans une situation où il lâcherait tout, encore que c'est pas le genre de bonhomme. Enfin, je veux dire, il ira jusqu'au bout, et ce n'est vraiment qu'acculé à la démission qu'il démissionnera. Et là, en tout cas, il peut compter sur le soutien de sa coalition. Et alors là aussi, il faut peut-être ajouter la dimension du calendrier. C'est-à-dire que n'oublions pas, en 19, on a des élections. Si Mandelblit le conseiller juridique du gouvernement prend 6 mois pour donner son avis, en gros, on est déjà dans un climat électoral. Et là, on peut craindre effectivement que quelqu'un comme Bennett, qui se pose en rival de Netanyahou, c'est ça la grande différence avec tous les leaders des partis, enfin du Parti national religieux depuis qu'il existe, c'est que là, pour la première fois, on a quelqu'un qui se pose en rival, en dauphin, en héritier de Netanyahou, et il peut, sur cette dimension morale, et voilà, il peut dire, voilà, alors à 6 mois d'élection, c'est plus très courageux. Il faudra dire, on soulignera cette faiblesse de Bennett. Si c'est le cas, si ce scénario se réalise, on ne cessera de lui dire, mais pourquoi tu fais aujourd'hui ce que tu aurais pu faire il y a 1 an? Là, pour le coup, il estime que les électeurs ne comprendraient pas. Vous savez, c'est le grand cauchemar de la droite. C'est quand la droite elle-même se saborde. On avait vu ça en 88 avec Shamir, en 96 avec Netanyahou. En 92, pardon. 88, c'était la formation du gouvernement. En 92 avec Shamir et en 96 avec Netanyahou. La droite ne refera pas ce scénario-là, sauf si on est à 3, 6 ou 9 mois des élections. Alors, justement, on a parlé de Bennett, mais je voudrais que nous parlions un peu du cas de Yair Lapid, et que vous nous donniez votre appréciation concernant son comportement. Est-ce que Yair Lapid est devenu l'un des témoins principaux dans le dossier des affaires 1000, lié à Arnon Milchan, qui était à la fois l'ami de Binyamin Netanyahou, mais aussi l'ami de Yair Lapid. Et Yair Lapid, depuis 2 jours, depuis les révélations de la police, est considéré par l'entourage du Premier ministre comme une sorte de délateur qui aurait fourni un témoignage compromettant pour Binyamin Netanyahou, alors que l'on sait que Yair Lapid est lui aussi, comme Bennett, un postulant à la succession de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Alors, est-ce que c'est moral tout cela de la part de Yair Lapid, ou finalement Yair Lapid a fait ce qu'il devait faire en tant que ministre, c'est-à-dire qu'il a fourni son témoignage et son positionnement dans l'affaire concernant donc un éventuel prolongement de dispense d'exemption d'impôts pour des citoyens israéliens de retour en Israël, comme l'était Arnon Milchan? Alors là, je dois dire que là, pour le coup, j'ai une position très claire et sans nuance, c'est-à-dire que je pense que Yair Lapid a fait son devoir. Enfin, je veux dire, la représentation de Yair Lapid comme délateur, vous entendez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que aller à la police quand on est convoqué par elle, parce que Lapid ne s'est pas présenté de lui-même à la police, dire que c'est un délateur, c'est pas grave pour Lapid, parce que c'est le combat politique et on peut se traiter de tous les noms, et on sait le niveau pas toujours très élevé des compliments que s'adressent les députés les uns aux autres. Donc ça, c'est pas ça le problème, c'est pas le mot délateur, c'est ce que ça laisse entendre. Ça laisse entendre que répondre à une convocation de la police et dire ce que l'on sait, alors sous le coup du serment de dire toute la vérité, bien évidemment. S'il s'avère que Yair Lapid en a dit beaucoup plus que hier, alors là, bien évidemment, mais ça c'est à la police de le faire. Mais le fait même de répondre à une convocation de la police et d'être traité pour cela de délateur, ça en dit très long. Ça en dit très long sur la manière dont aujourd'hui les proches du Likoud, de la classe politique du Likoud, considèrent la police. La police est devenue presque un ennemi. Enfin, c'est quoi? La police, c'est Vichy. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et je dirais que, bien entendu, qu'on va essayer de... Alors, c'est vrai qu'en même temps, le fait de dire le sort de Netanyahou repose sur le témoignage de Yair Lapid, qui est d'une certaine manière le chef de l'opposition, en tout cas son rival le plus important, bien sûr que d'une certaine manière on peut penser que les dés sont pipés, mais c'est à la police de faire la part, et c'est son rôle et c'est sa fonction et c'est sa spécialité d'être capable de discerner qu'est-ce qui dans le témoignage de Yair Lapid relève de la concurrence politique et ce qui relève des faits. Et là, encore une fois, nous n'avons, nous, citoyens israéliens, que pour seule
choix, et on n'en a pas d'autre, que de faire confiance à la police, et c'est là où, encore une fois, où en quelque sorte Netanyahou et ses proches se blindent eux-mêmes en disant mais la police elle-même n'est pas digne de confiance, Yair Lapid en tant que rival politique encore moins, et donc du coup on sort blanc comme neige, et ça, où ça passe ou ça casse, c'est-à-dire où les électeurs du Likoud adhèrent à cette théorie de la conspiration en quelque sorte, où ils n'y adhèrent pas, et s'ils n'y adhèrent pas, on le verra dans les sondages. Alors justement, puisqu'on parle de la police, une dernière question, Denis Charbit, concernant le commandant en chef de la police, Ronnie Alcher, et l'interview qu'il a accordée à Ilana Dayan dans cette émission la semaine dernière, interview qui a suscité une très vive polémique. Il devrait être interrogé à ce sujet la semaine prochaine par la commission de l'intérieur de la Knesset. À votre avis, est-ce que là, justement, le patron de la police n'a pas, on va dire, outrepassé ses prérogatives en accusant ou en sous-entendant que Benyamin Netanyahou avait commandité des détectives privés pour salir la réputation des enquêteurs de la police qui enquêtaient sur ses propres affaires? Est-ce que finalement, M. Alcher n'a pas commis une bévue dans cette affaire-là? Oui, alors il a peut-être commis effectivement une erreur en général, vous savez, mais ça fait partie de la personnalisation de la vie publique en Israël. Vous avez demandé à des citoyens israéliens, est-ce qu'ils se souviennent de chefs de la police des années 70, des années 80, 90? Ils vont vous dire non, parce que bon, ils avaient une certaine notoriété, bien entendu. C'était pas des anonymes, c'était pas comme les chefs des services secrets dont on ne savait pas le nom. Mais en gros, ils étaient dans les coulisses, ils étaient un petit peu dans l'ombre. Là, effectivement, il a certainement fait, il a succombé à la tentation. Il faut dire qu'il n'aurait pas succombé à la tentation d'être interviewé par la plus grande journaliste aujourd'hui. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a un accord général que Ilana Dayan, voilà, c'est comme Cancra, mais il faut bien se rappeler, Denis, que Ronnie Alcher était arrivé à la police en muselant d'une certaine manière l'ensemble des officiers supérieurs, en refusant qu'ils se fassent interviewer et en leur demandant d'être extrêmement discrets concernant d'arrêter les fuites qui étaient extrêmement devenu un phénomène très marquant, et finalement il tombe dans le même piège là. Oui, tout à fait, j'ai bien employé le mot succomber à la tentation, c'est-à-dire qu'il n'a pas résisté à la tentation, et c'est vrai que voilà, il aurait été plus prudent pour lui, et il a, d'une certaine manière, il faut dire qu'il fait le jeu de Netanyahou, il donne des verges pour se faire battre, c'est-à-dire dire voilà, il a des allégations qui sont avancées, tout ça à mon avis était inutile. Là du coup c'est vrai qu'il est obligé d'apporter des preuves, de montrer sur quoi reposent ces allégations. Là, il a joué un jeu dangereux, incontestablement, mais tout ceci ne signifie absolument pas, enfin, à mon sentiment, ou alors, encore une fois, on a une sorte de soupçon généralisé. Pour moi, ça ne constitue pas, je dirais, la preuve que, voilà, il a cherché Netanyahou. Vous savez, n'oubliez pas une chose, pour le coup, et j'ai presque envie de dire, heureusement, que Alcher n'est pas un laïc connu pour ses idées de gauche, etc. Vous imaginez le tollé. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment, comme Mandelblit d'ailleurs, le pur produit des élites de droite religieuse ayant vécu dans les implantations, etc. Donc, je veux dire, c'est une affaire, je dirais, presque de famille. C'est d'ailleurs, j'imagine, pour ceux qui soutiennent Netanyahou, une sorte d'énigme. Mais ça, vous savez, nous, on l'enseigne en sciences politiques depuis l'affaire Thomas More. L'habit fait le moine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que vous endossez une responsabilité, eh ben, vous êtes complet. Si vous faites bien votre métier, vous êtes complètement indépendant de ceux qui vous ont nommé, de ceux qui vous ont mis sur un piédestal, etc. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'un maître après Dieu, c'est la fonction que vous remplissez, en l'occurrence ici la police et la sécurité intérieure de l'État. Eh bien, Denis Charbit, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur toutes ces questions très très problématiques. Je suis sûr que d'ici les publications des décisions du Conseil juridique du gouvernement dans les 6 prochains mois, on aura l'occasion de se reparler pour essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation complexe. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée à vous aussi, merci. Voilà, il est 8h30 très exactement sur Studio Kalita, l'heure de la revue la revue de la presse, ce sera tout de suite après, mais pour l'instant, la chronique Un jour notre histoire, celle d'Eliana Gurfinkel, qui est consacrée ce matin, comme je le disais, à Mikvé Israël, la création de Mikvé Israël.